Moi qui vous parle, j'ai été frappée, je ne peux même pas compter, mais même le fait qu'on me frappe, je trouvais ça normal qu'on me frappe. Une des solutions, je pense, c'est de développer l'exégèse islamique. Il faut arrêter de faire en sorte que ce ne soient que les hommes qui soient autorisés, légitimes à offrir des interprétations du texte, que ce soit la sunna, que ce soit quel que soit tout ce qui touche à l'islam. Il faut développer l'exégèse féminine islamique. Les hommes autour, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans une société où vous ne voyez que vous en fait? Vous êtes les seules personnes à prendre des décisions. Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour ou bonsoir, c'est Rahma de la plateforme Morale, des mots et des râles, la plateforme sociétale qui met en lumière les mots MAUX de la société, mais qui propose également des solutions. Tout d'abord, je vais t'inviter à liker cette vidéo, partage, mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux me trouver sur les réseaux sociaux, Facebook Morale by Rahma, Instagram mo-ral, sur LinkedIn mo-ral. Ce 15 novembre 2024, j'ai eu l'immense plaisir de modérer le book club organisé à l'occasion de la Kimpavita. Les échanges ont tourné autour du livre de Asma Lamrabe, qui est médecin et militante féministe. Nous avons échangé sur 4 chapitres de son essai où elle essaie d'examiner les questions ou ce qui est dit dans les textes religieux et les interprétations culturelles et historiques. La question de l'héritage, l'accès des femmes aux hautes fonctions politiques, le corps des femmes et pour enfin terminer avec le sujet très sensible et qui heurte, qui est tout simplement les violences conjugales. Regardons et on se retrouve juste après. Le corps des femmes, un tabou. Dans le monde musulman aujourd'hui, le corps des femmes porte à lui seul tout le poids des interdits, des non-dits et de toutes les contradictions intériorisées par un imaginaire musulman mutilé par ses humiliations historiques. Tout se joue donc autour du corps des femmes, devenu le révélateur de nos dérives les plus extrêmes, celle de la tradition, du politique, du sacré, de la morale et d'un consumérisme ultralibéral halalisé. Toute notre vulnérabilité se cristallise autour de ce corps qu'il faut cacher, voiler, dénuder, violenter ou glorifier. Les femmes sont en champ de labour, hars pour les hommes. On a souvent comparé le corps des femmes à des champs de semences, image récurrente dans l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité, où la formule grecque du contrat de mariage renvoyait à la moisson des enfants légitimes. En islam, on se réfère à un verset qui semble, à première vue, comporter cette image péjorative du corps des femmes et que l'on retrouve dans le verset suivant. Vos femmes sont en race pour vous, allez à ce race, comme vous l'entendez. Dans les compilations historiques, le terme de race est très mal traduit par ce champ de labour, ce qui donne lieu à certaines interprétations littérales où les femmes sont donc comparées à un champ de labour que les hommes ont l'autorisation, voire le devoir d'utiliser comme bon leur semble. Il y a un passage du Coran qui invite de façon égalitaire hommes et femmes à baisser les yeux, les incitant à une certaine pudeur. Dit aux croyants de baisser un peu les yeux et de protéger leur intimité. Cela sera plus pur pour eux. Dit aux croyants de baisser un peu les yeux et de protéger leur intimité. Le Coran recommande dans ce verset aux hommes comme
aux femmes une éthique du comportement. Qui vous a choqué dans ce texte? Comment? Art. Qu'est-ce que c'est art? C'est quoi art? Chiant. Vous connaissez pas? Ça vous choque? Je pense que c'est le Chant. la phase qui suivait Le chant, c'est ça. C'est chant. Le temps a dit, on sent quand même cette volonté de remettre en question ces conditions-là, que la femme musulmane est soumise d'une certaine manière. Moi, par contre, je me dis en fait, au-delà des aspirations religieuses ou autre chose, on est plus ou moins influencé parfois par notre société, dans la société là où on vit, on évolue. On a tendance à forcer, à s'habiller comme cette dernière en fait trouve que c'est ça qui est normal. Et qu'on puisse, en fait, le truc c'est qu'on puisse se voiler, se dévoiler, qu'on puisse à un certain moment porter ce qu'on veut. Le temps a dit quelque chose qui est très important par rapport à ce qui est halal. Moi, en tant que femme voilée, parfois, ça me fait un peu rire de voir des hommes qui approuvent ou bien légitimisent en fait ma manière de me marier par rapport à les autres femmes, tout en sachant qu'eux-mêmes se réclament hommes musulmans et que leur habit n'est pas halal parce que cette aura-là, et il y a une aura aussi pour les femmes. Il y a une aura aussi pour les hommes qui ne respectent pas, c'est à dire de dire aux femmes de se voiler, de respecter, etc. Moi, je me dis qu'en fait, à chacun de faire son évolution, spirituelle ou non, de faire ses choix et le reste on s'en fout. Moi, je pense que quand on parle du tabou du corps de la femme, on doit aussi le rapporter au contrôle. Quand on met le tabou, franchement, c'est une dynamique de pouvoir qui s'impose. Parce que le corps, c'est tout notre être en fait. On ne peut pas faire certaines choses sans notre corps. Et quand on dit, oui, en tant que femme, tu ne dois pas t'habiller comme ça, tu ne dois pas montrer telle partie, il y a déjà beaucoup de limitations qui va nous faire réfléchir à deux fois avant de faire certaines choses, avant de les mettre sur la place publique. Donc déjà, cet aspect de contrôle, cet aspect de qui a droit à tel endroit, qui a droit à tel accès, qui a droit à se présenter d'une manière. Si on ne déconstruit pas le contrôle que ça donne à une certaine partie de la société, c'est-à-dire les hommes, on va toujours parler du tabou des femmes. On peut toujours dire oui, c'est pas. Il y a une aura du côté des hommes et aura du côté des femmes. Mais quand on demande au corps des femmes de ne pas se montrer, de ne pas faire certaines choses, c'est pouvoir limiter leur agency, je ne sais pas comment on dit ça en français, leur capacité à faire certaines choses, à se représenter dans certains endroits et à prendre certaines décisions aussi. Parce que si on rapporte tout au patriarcat, quand on a le contrôle sur le corps des femmes, on a le contrôle de dire aux femmes aussi, vous devez vous marier à tel âge, vous devez avoir des enfants à tel âge, vous devez continuer à vous mettre à disposition, à tort ou à raison, d'un idéal politique ou bien d'une idéologie qui dit il faut faire des enfants, il faut bien les éduquer, il faut rester à sa place de femme. Et ça me ramène encore à la question tout à l'heure sur est-ce que les femmes doivent occuper la place publique, la place politique. Parce que si on ne peut pas s'habiller de telle manière, si on ne peut pas montrer ses cheveux, etc., je vais réfléchir à deux fois avant de me mettre sous le feu des professions. Parce que je vais me dire, je vais me faire juger. On va se faire harceler sur Twitter ou sur Instagram parce qu'en tant que femme, j'ai osé avoir une opinion qui est différente de celle
Ousmane Sonko, de je ne sais qui encore. Tout ça, c'est du contrôle en fait. Et si on n'arrive pas à nommer les choses comme elles sont, si on reste dans l'explicite, on ne parle pas vraiment du corps des femmes. Parce qu'au-delà de l'aspect tension sexuelle et tout, c'est vraiment quelque chose de comment j'appuie sur certains éléments pour diminuer l'estime de soi des personnes, parce qu'au-delà de l'aspect islam aussi, Madame parlait tout à l'heure de toutes les autres injonctions qu'il y a. Une femme, pour être sur la place publique, il ne faut pas être grosse, il ne faut pas être comme ça, pas dark skin, etc. Mais tout participe à normaliser ou bien codifier qui a droit à quoi, qui a accès à quoi, et tous ceux qui ne correspondent pas à une certaine norme sont mis derrière ou bien sont mis au placard. Donc si on n'arrive pas à nommer les choses, voir d'où vient ce contrôle-là, à qui ça sert aux hommes, hein, franchement, toujours. Ça sert aux hommes. Mais il faut qu'on ramène ça sur la table. Et moi j'invite les autres souvent quand on parle des femmes qui ne sont pas en politique, des femmes qui n'ont pas accès à certains espaces, c'est les hommes autour. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans une société où vous ne voyez que vous en fait? Vous êtes les seules personnes à prendre des décisions. Et après, vous rentrez chez vous, vous croyez que vous êtes progressiste, vous croyez que vous êtes open-minded, mais non. Qu'est-ce qu'on construit comme société pour nos enfants si on ne représente qu'une seule catégorie? Et ça, c'est vraiment des questions, je pense qu'on ne devrait pas y répondre pour les femmes parce qu'on a déjà ce stigmate qu'on réclame trop, etc. Mais les autres, qu'est-ce que vous voyez comme société? Qu'est-ce que vous voulez construire comme société ici aujourd'hui dans ce Sénégal? Voilà. Ça me fait penser de la femme qui, par exemple, doit pas être grosse, doit être un si elle ne doit pas ça. Sérieusement, dans les propos, ça m'a fait penser à un objet, un meuble. Aujourd'hui, on décide de décorer une certaine façon. Aujourd'hui, je vais mettre une place rouge sur la table. Je vais mettre des assiettes. Demain, ce sera des bols. Et de toute façon, c'est ma table, donc je peux la déplacer, je peux la mettre où je veux par la région. Si je veux, je peux la déplacer également. Et rapporter la femme et réduire la femme finalement à cet aspect physique, c'est aussi d'une certaine manière la réduire à l'état de choses. L'état de choses et pas l'état de l'être humain qui en pleine conscience prend ses décisions et est capable de décider par elle-même si elle ne veut ou pas se voiler. Et pas inventer tout comme le stigmate d'une femme qui se voile, c'est parce qu'elle est opprimée. Non, pas forcément. Ou une femme qui ne se voile pas, c'est parce qu'elle ne se respecte pas. Ou une femme qui a mis une jupe et qui s'est fait agresser, c'est parce qu'elle le méritait. Donc en gros, c'est déshumaniser tout simplement la femme. Et malheureusement, la responsabilité n'est pas au niveau des hommes, elle est aussi au niveau des femmes. Combien de femmes se sont plaintes auprès de leurs sœurs, de leur mère, de leur grand-mère d'agression et n'ont jamais été vues? Combien de femmes entretiennent aussi ces idées complètement machistes sur effectivement le corps de la femme? Je pense que là, on en revient, ça va beaucoup plus loin, mais aussi à la question de sororité et de soutien, en fait, que les femmes les unes envers les autres. Et comme les femmes elles-mêmes ne font pas front pour dire que notre corps nous appartient et on va arrêter de se juger les unes et les autres, on va juste s'accepter et on va faire face au jugement potentiel des hommes. Déjà là, le débat est compliqué. Si on n'est pas un groupe uni, déjà c'est comme si on ne considérait pas la moitié de la population. Si même dans cette moitié-là, on n'est pas unis, ça va être très dur de faire avancer l'autorité. Intervention très pertinente, vraiment. Une dernière intervention. Il y aura un prochain thème tout de suite. La toute dernière. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais faire ce qu'une de mes amies auteurs déteste, parler d'un livre qu'on n'a pas lu. Mais on va se baser juste sur l'extrait qui a été lu. Moi, la lecture que j'en fais, c'est que le corps des femmes appartient à tout le monde, sauf à elles.
Et malheureusement, c'est le constat qu'on a fait. À chaque fois, on est en train de discuter la femme. C'est comme ça qu'elle doit se tenir, c'est comme ça qu'elle doit s'habiller, c'est comme ça qu'elle doit se comporter. Et on ne pense même pas à elle-même. Comment elle veut elle-même s'habiller, comment elle veut elle-même prendre ses décisions, sans pour autant avoir à gérer les temps d'irruption de son comportement ou de ce qu'elle envisage ou a envie de faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, sans transition, finalement, est-ce que le corps de la femme mérite châtiment? Finalement, s'il est considéré comme un objet, on peut le déplacer, faire tout ce qu'on veut avec. Asma parle des violences conjugales dans un des chapitres du livre, composé de 17 chapitres. Elle pose la question à savoir, existe-t-il dans le Coran un passage qui justifierait une quelconque violence envers les femmes? On peut répondre non avec certitude, quels que soient les arguments de ceux qui semblent être convaincus du contraire. Le verset est souvent avancé comme permettant à l'époux de frapper son épouse énonce ceci. Et quant à celles dont vous aimez l'ignorance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur vie et frappez-les. Si elles répondent à votre demande, alors ne cherchez plus de moi contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Le nushuz de l'époux n'est pas traduit par désobéissance, mais par abandon ou indifférence. Le verset 34 de la sourate Al-Imran se poursuit donc avec des directives concernant la manière dont les époux devraient se comporter vis-à-vis de ce problème conjugal, formulé en 3 étapes successives. Il y a d'abord la tentative de réconciliation par la communication, puis l'isolement dans le lit conjugal, où il est conseillé au mari de s'abstenir de toute relation physique avec son épouse, comme moyen dissuasif, et Adribuhunna, traduit littéralement par frapper-les ou corriger-les, et interprété dans la majorité des commentaires comme une petite table légère. Je pense que vous avez eu l'écho des dernières informations, ce qui s'est passé récemment avec le couple, Jainaba, je pense. Quelle lecture en faites-vous? Est-ce que quelqu'un ici a un avis sur ce qui s'est passé? Parce que je pense que c'est un parfait exemple. Je veux dire, à quel endroit un mari a-t-il appris qu'il fallait frapper sa femme? Parce que peut-être qu'il a vu son père frapper ses sœurs, son père le frapper. Je pense que ça vient comme tout vraiment de l'éducation fondamentale. C'est que frapper, c'est la façon qu'on a choisi, nous, de régler les problèmes. De frapper, c'est la façon qu'on a, nous, de nous faire respecter. Mon fils, je le frappe, ma fille, je la frappe, et moi, pour régler le problème avec ma femme, qu'est-ce que je fais? Je la frappe. Je vois pas le problème, j'ai le droit de la frapper, parce que c'est ce que j'ai vu. Il y a quelqu'un qui a dit ici tout à l'heure, on est le fruit de notre société. Ce que la société fait, ce que la société normalise, et bien moi, je vois pas où est le problème. Moi qui vous parle, j'ai été frappée, je ne peux même pas compter, mais même le fait qu'on me frappait, je trouvais ça normal comme frappe. Et j'ai à un moment commencé à frapper les enfants de mes sœurs aussi quand ils faisaient des bêtises. Je ressentais rien du tout, je les frappais tout simplement parce que c'était normal de les frapper. Et lorsque je me suis mis avec mon mari maintenant qui a une fille, j'ai appris qu'on pouvait avoir accès à autre chose, qu'on pouvait discuter, qu'on pouvait avoir une conversation avec un enfant, on pouvait se servir juste de sa carrure d'adulte pour se faire entendre. Et aussi, et à ce moment-là, il est arrivé une fois, mon mari, sans faire exprès, qu'il a failli lever la main, et c'est moi qui l'ai arrêté. J'ai trouvé que c'était pas normal du tout qu'il lève la main, qu'il fasse le geste même. Vous voyez, donc je pense que c'est juste la société dans laquelle on vit. Lui, il m'a éduqué en me montrant qu'il y avait autre chose, alors que je n'ai pas d'enfant. Et moi, à ce moment-là, à l'inverse, je l'ai éduqué, lui, à pas dépasser la chose, même si à ce moment-là, les enfants, des fois, c'est des petits monstres.
on est d'accord. Et oui, vous voyez, donc c'est la société, ce qu'on rend normal, c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce que... j'ai une petite anecdote, quand je suis allée en France, je suis allée à une plage, et là j'ai vu des femmes qui étaient à la plage, elles avaient des seins nus. Mon Dieu, j'ai juré, ça va pas. Et pour moi, ça n'allait pas. C'était pas possible qu'une femme ait des seins nus comme ça à la plage. Voilà quoi. Mais j'ai dit ok, c'est peut-être leur truc. J'ai accepté, j'ai respecté ça. Mais je sais que si je vois une femme à la plage, peu importe européenne ou pas, à une plage du Sénégal, je ne vais pas aimer ça. Parce que je vais me dire ici, je ne sais pas pourquoi. Parce que pour moi, c'est peut-être oui, en France, oui, c'est comme ça, c'est leur quotidien, c'est le leur, c'est leur endroit. Ici, non. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a des choses qui sont mises en place parce que c'est comme ça, parce que c'est tout ce qu'on connaît, c'est tout ce qu'on sait faire. Voilà. Bonsoir à tous. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée que le corps de la femme ne lui appartient pas à travers la métaphore du champ qu'il faut labourer, elle passe sous la tutelle du père au mari. Et pour la violence, sans vouloir banaliser cette violence-là, on a un contexte esclavagiste. Il y avait des hommes qui affranchissaient leurs esclaves pour les épouser. Et donc la violence, elle est perçue à l'époque de 1622, donc dans ce contexte-là, elle n'a pas la même réception dans la société qu'elle a aujourd'hui. Donc c'était juste que moi, à titre personnel, je ne cautionne aucune violence psychologique ou physique, et souvent des hommes à notre époque vont faire cet anachronisme, puisqu'ils vont dire oui, c'est écrit dans le Coran que si ma femme n'est pas docile, je peux la frapper, mais c'est un anachronisme. Si on ne resitue pas les réalités contextuelles de l'époque, ça n'a aucun sens et c'est totalement invalidé. Je crois que le Coran doit être une des solutions, je pense, c'est de développer l'exégèse islamique. Il faut arrêter de faire en sorte que ce ne soit que les hommes qui soient autorisés, légitimes à offrir des interprétations du texte, que ce soit la sunna, que ce soit, quel que soit tout ce qui touche à l'islam. Il faut développer l'exégèse féminine islamique, comme fait l'auteur sur laquelle nous réfléchissons aujourd'hui. J'ai eu un échange passionnant avec mon ami au sujet de la polygamie et des réalités contextuelles qui avaient eu lieu au moment de la polygamie, où justement on autorise, il y a des réalités contextuelles. La polygamie, si tu veux compléter ce que tu me disais tout à l'heure, c'était passionnant, je pense que ça rejoint l'idée de violence. Si on resitue dans son contexte, c'est un anachronisme, aujourd'hui on ne peut pas l'appliquer. D'accord? Donc c'était ce que je voulais dire. Est-ce que tu veux bien parler de ce que tu me disais tout à l'heure sur la polygamie? À l'infini? Dommage. Normalement, dans les règles de l'islam, lorsqu'on divorce, on doit rester 3 mois habiter avec notre mari et qu'il prenne soin de nous jusqu'à ce que le divorce soit officiel. Et moi, je ne pouvais pas du tout parce que ma vie était en danger. Et je suis partie voir un imam pour lui demander, voilà, est-ce que je suis en train de pécher, etc. Et il m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui était dans le même cas que moi et avait fui son foyer conjugal, et elle est partie voir le prophète et lui a dit que je ne peux pas faire la idda, c'est-à-dire la période de viduité, dans la même maison que mon mari. Après il a dit, est-ce que tes parents vivent ici? Elle a dit oui. Après il a dit, tu vas passer ta idda chez tes parents. Et donc, voilà. Bon courage pour tous, c'est pas facile de vivre certaines exactions. Vraiment désolée pour ce que vous avez vécu. Je pense que beaucoup de femmes vivent ces violences au quotidien, que ce soit les enfants, les adolescents, les jeunes, les femmes, parce que c'est vous qui sont vulnérables, malheureusement. Mais merci vraiment pour toutes ces belles interventions. Vous avez été incroyables, magnifiques, et vous avez fait de cet échange un échange très enrichissant. Et merci encore. Et je vous invite
à explorer les autres chapitres parce que nous en avons abordé que 4. Il y a bien d'autres chapitres très intéressants dans cet ouvrage et je pense que ça va vous aider dans cette ouverture d'esprit à comprendre davantage pour celles qui ne sont pas dans l'islam, à comprendre parce que c'est important aussi d'avoir une certaine ouverture dans tout ça. Je vous remercie. C'était Rahma. Merci. Je m'appelle Awatine, je suis communicante et chargée de communication de l'autorité sénégalaise de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. Je suis aussi membre fondateur du collectif de Fadoy, qui est un collectif qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et qui est né suite à des cas de violence en 2019. Et c'est le cas de Koumbayad et de Binta Kamara qui avait fait donc que la population sénégalaise s'était indignée et on avait fait un sitting à la place de la nation. Et à travers ce sitting, on avait donc fait un mémorandum qu'on avait soumis à nos parlementaires sur place. Et c'est à travers ce mémorandum-là qu'on a eu aujourd'hui la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Donc le collectif d'Afadoy est dans tout ce qui est... on est dans la sensibilisation, la communication, mais aussi l'information. On a eu donc à faire pas mal d'activités dans cette région d'intervention, à savoir Dakar, Thiès, Diourbel, Ziguinchor, Kédougou. Et un peu, on est en train de toucher la région de Kaolack et Diourbel. D'accord. Et quel est votre ressenti par rapport aux échanges qu'on a eus ici autour du livre de Asma Lambert, Islam et femmes, les questions qui fâchent? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais juste venue pour prendre des stories et quelques vidéos. Et heureusement, j'ai été séduite par les interventions que je voyais très pertinentes. Je suis restée pour écouter, surtout écouter et savoir de quoi est-ce qu'on parlait. Mais j'ai particulièrement aimé donc les échanges, surtout par rapport au partage d'expériences. Parce que comme on a dit, on a parlé donc des violences donc, conjugales, des violences faites aux femmes, mais aussi du corps de la femme. Et comme je l'ai dit dans mon intervention aussi, le corps de la femme appartient à qui? Au Sénégal, je crois que le corps de la femme appartient à tout le monde, sauf à la femme. Parce que tout le temps, on est en train de penser à la société, comment est-ce que la société nous voit, comment est-ce qu'on devrait donc être traité, notre habillement, notre comportement, tout est un peu culturel. Au-delà de l'aspect religieux, on est plus dans le culturel ou dans les traditions, pour la plupart, oui. Et quelles sont les solutions selon vous par rapport à toutes les problématiques qu'on a abordées ici? Alors moi, la première solution que moi je propose, c'est l'éducation à la base. Parce qu'au Sénégal, le constat qui est fait, c'est qu'on fait tout pour éduquer les filles, mais malheureusement, on élève les garçons. Donc il va falloir qu'on fasse donc, une éducation à égalité, qu'on éduque les efforts qu'on fait pour éduquer la fille, pour qu'elle soit une bonne femme, une bonne mère, une femme qui va être bien aimée par la population, qu'on ait des enfants qui vont grandir et qui vont être donc, des héros, pour ne pas dire des parents modèles ou des pères de famille modèles. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes ces femmes qui ont émis des idées et analyses très pertinentes. Un book club qui a été très enrichissant de par toutes les idées qui ont été émises par ces braves femmes. Je vous exhorte également, je vous invite à lire ce livre de Asma Lamrabe qui est très intéressant pour toutes les personnes qui souhaitent comprendre davantage ce que disent les textes religieux, les hadiths et également quelles sont les interprétations culturelles et historiques et quel est le fossé qui peut exister entre ces deux. Est-ce que nous devons adapter le Coran à notre époque actuelle? Je ne vais pas conclure sans bien sûr t'inviter à t'abonner
à liker cette vidéo, partage. Dis-nous également ton opinion par rapport à ces chapitres. On se donne rendez-vous très très bientôt dans une autre vidéo, morale des mots et des sens pour des morales et pour le moral. À très bientôt.